C'est-à-dire Martel, c'est pas Charles Martel, attention, c'est Philippe Martel. Philippe Martel, c'est un personnage peu connu du grand public, qui était en fait un haut fonctionnaire qui faisait de la politique, notamment dans les années 90. Il a été chef de cabinet d'Alain Juppé, puis il a travaillé à la mairie de Paris avec Jacques Chirac, et c'était le meilleur ami d'Éric Zemmour. Il est mort il y a quelques mois, et lui, il a toujours pensé qu'il fallait pas qu'Éric se présente à l'élection présidentielle, et puis juste avant de mourir, il lui a dit l'inverse. Et donc ça a été un déclic un peu pour Zemmour. C'est pour ça que je raconte ces étapes qui l'ont conduit à être candidat. Il y a un sondage qui est sorti, ce qui est frappant depuis 15 jours, 3 semaines, c'est que les sondages ne bougent plus. Ouais. C'est-à-dire que les sondeurs qui le mettaient, Éric Zemmour, à 18-17, ils le mettent à 18-17. Les sondeurs qui le mettaient à 13, ils le mettent à 13. Marine Le Pen ne descend plus, alors qu'on avait annoncé qu'elle serait peut-être sur un toboggan, mais elle ne monte pas non plus. Donc les dynamiques, quand même, restent peut-être à peu près les mêmes. Et Emmanuel Macron est au-dessus, vous le voyez, ce sondage. La stratégie des Zemmour, vous écrivez, sans trahir de secret, voici peu ou prou les étapes indispensables à la construction d'un succès. Première étape, la droite se déchire. Bertrand est désigné, avec ou sans primaire, sans parvenir à incarner aux yeux de l'opinion une rupture radicale avec le macronisme, ni avec 40 ans de déliquescence, de l'autorité de l'État et de l'inefficacité de l'action publique. Deuxième étape, Zemmour engrange le soutien actif ou par omission des mises au banc des Républicains. Vauquier, Retailleau, Guéant, Guénaud. Mais Vauquier et Retailleau, ils ne sont pas mis au banc des Républicains. Non, mais ils sont mis au banc en n'étant pas candidats, en fait. C'est-à-dire que moi, quand j'ai écrit ça, on est en juillet. Ouais. Et en fait, à l'époque, c'est une des conditions de l'envolée. Vauquier, il ne va pas passer chez Zemmour. Hein. Je ne dis pas qu'il va passer chez... J'ai dit actif ou par omission. Pour l'instant, ça s'appelle un soutien par omission. Il n'est pas candidat contre lui, donc il lui a créé un espace. Non, mais, non, mais attendez, c'est très important. Non, mais parlez avec Vauquier et Retailleau. Si Zemmour n'est pas sondé à 5% dans les sondages avant l'été, eux, ils se disent qu'ils ont une place. Or, comme il est sondé à 5%, ils n'y vont pas. Et donc, l'espace se libère pour lui. C'est ça qui s'est passé. J'ai une question, justement, à propos de Vauquier. Si Vauquier s'était présenté, est-ce que Zemmour se serait présenté ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est ce que j'essaie d'expliquer là. Et encore, est-ce que ça aurait marché autant avec Vauquier qu'avec Zemmour ? Non, Vauquier, ils sont sur le même espace. Oui, mais il y a une alchimie toujours personnelle quand tu rencontres ou pas un public. Eh bien, Vauquier, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi il renonce ? Parce qu'il sait qu'il n'est pas en mesure de créer l'alchimie. Pas cette fois-ci, en tout cas. Donc il se dit, j'irai la prochaine fois. Quant à Zemmour, en fait, il se dit, c'est mon moment parce qu'aujourd'hui, il y a une Troisième étape, donc deuxième étape, Zemmour engrange les soutiens. Troisième étape, il rassemble les brebis égarées de la chapelle souverainiste, Philippot Poisson. Franchement, je ne suis pas sûr qu'avec Philippot Poisson, il gagne beaucoup de points. Mais enfin, c'est pour éviter que les mecs soient éparpillés en autant de candidatures de témoignages. Quatrième étape, il signe un pacte de gouvernement avec Marion Maréchal et marginalise sa tante aux yeux de son propre électorat. Alors ça, je suis d'accord avec vous. Si Marion Maréchal ait franchi le Rubicon, ça change la donne. Mais Marion Maréchal, c'est la nièce. Elle a toujours dit « je ne ferai rien ». Oui, mais elle a déjà fait quelque chose, Pascal. Quand même. Qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est-à-dire, en s'affichant, à mon sens, en Hongrie avec Éric Zemmour sur les images, elle a déjà franchi en partie le Rubicon, me semble-t-il. Hein. Elle avait décidé. Vous pensez que Marion Maréchal, elle peut, avant la campagne, s'engager avec mais je pense que, Zemmour ? bien sûr, c'est évidemment possible. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle avait décidé de ne rien faire et de ne pas prendre part à cette campagne. Elle a fait, comme dit Éric, elle a fait la Hongrie. Ensuite, elle a dit, ici même, sur CNews, elle a dit qu'elle soutiendrait le mieux placé entre Zemmour et sa tante. C'est déjà un énorme pas. Et pour l'instant, le mieux placé, dans certains sondages, c'est Zemmour. Et cinquième étape, il sur le rejet de Macron pour d'un ultime effort le devancer au second tour de la présidentielle. Écoutez, franchement, on fait tous de la politique fiction, mais je ne vois pas le cas de figure aujourd'hui où Éric Zemmour peut être élu président de la République. D'autant, Geoffroy, à mon avis, il y a un souci majeur, c'est que le thème qui est en train de s'imposer, on a commencé l'émission avec ça, c'est le thème du pouvoir d'achat. Or, sur le pouvoir d'achat, est-ce que Zemmour a la même crédibilité que sur d'autres thèmes ? Ça, c'est une question, à mon avis, pour lui. Alors, moi, je peux répondre, non pas à sa place, mais je peux répondre ce que je pense. Non, mais le pouvoir d'achat, c'est toujours très important, et on vote jamais pour ça. Dans toutes les élections, c'est toujours autre chose qui s'impose, notamment le thème identitaire. Et il dit quelque chose que je raconte dans le livre, c'est que celui qui gagne la présidentielle, c'est une formule de Mitterrand, c'est celui qui impose un thème et qui sait apporter une réponse. Zemmour, il est en train, dans cette campagne, malgré la préoccupation sur le pouvoir d'achat, d'imposer le thème de l'immigration et de l'identité. Et à cette question-là, il est un des rares à avoir une réponse. C'est sa force pour l'instant. Quant au second tour, Pascal, moi je suis d'accord. Vous voyez, dans un deuxième tour aujourd'hui, c'est-à-dire que au-delà de l'adhésion d'une certaine France, il provoque aussi un tel rejet d'une autre. Et ce qui pose d'ailleurs, je veux dire, si on prend un peu de hauteur, parce que parfois on peut s'amuser dans nos discussions, mais si on prend un peu de hauteur, même si Emmanuel Macron est réélu, mais c'est une France déchirée. Et là, pour le coup, je rejoins la crise de la représentation. C'est-à-dire que ceux qui auront, ça sera un deuxième mandat pour Emmanuel Macron. On sait déjà que c'est difficile, un deuxième mandat, du jour où il est élu, tous les autres dans son camp lui tournent parfois le dos. Et on a une France qui sera vraiment déchirée, parce qu'il faudrait rassembler 2 Français sur 3, et on repartirait pour 5 ans avec l'opposition qu'il y a eu. Bon. Et dans l'autre cas, si c'est Zemmour qui est élu, alors là, c'est Trump.
C'est-à-dire que tous ceux qui sont anti-Zemmour se retrouvent pour contester son pouvoir. Donc on est dans une sorte de crise comme ça qui me paraît mortifère. Vous prenez donc l'hypothèse Bertrand comme étant le candidat, mais vous ne prenez pas l'hypothèse Barnier. C'est encore plus vrai dans le cas de Barnier, pardon, il est beaucoup moins haut que Bertrand dans pour l'instant, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait fédérer justement et répondre à des inquiétudes qu'il pourrait répondre à des inquiétudes suscitées précisément par la candidature conjuguée de Zemmour et de Le Pen? Oui. Non, moi j'y crois pas trop. Moi je souscris à toutes les analyses d'Yvan sur la crise de la démocratie évidemment, voire la guerre civile évidemment. Maintenant, vous pouvez dire la guerre civile. Yvan a écrit un livre sur la guerre civile. Vous pensez que la guerre civile est possible en France? Ah oui, je pense qu'elle est complètement possible. Je pense qu'on a des prémices aujourd'hui et c'est pas compliqué d'analyser ça. Mais non, une guerre civile, c'est 50% de la population contre 50% de la population. Vous êtes en train de décrire ça, Pascal. Vous venez de dire attention, on va avoir une France déchirée en deux. Ouais, mais c'est pas. Oui, mais moi je vais pas. Les gilets jaunes, c'est pas une guerre civile. Non, mais c'est des fractures. Oui, mais la France, c'est des fractures multiples. Moi, là où je diffère complètement de Yvan, c'est qu'effectivement, il y a des minorités actives qui sont très dangereuses et qui poussent à des choses très violentes, mais puisqu'on parle des musulmans, les musulmans ne sont pas en guerre civile contre notre modèle. Non, mais pour l'instant, pour l'instant, oui. La guerre civile est là. C'est ça. Mais merci de m'avoir cité. J'ai écrit un livre qui s'appelait La guerre civile qui vient. Voilà. Oui, mais qui vient... Une guerre civile qui est à bas bruit. Bah si, vous voyez bien que quand vous décapitez un professeur dans la rue, c'est déjà un symptôme de guerre civile. Bah non, moi je suis pas d'accord avec vous. Désolé, c'est un acte terroriste. Oui, c'est un acte de terror. Ben oui, mais la guerre civile en Algérie, c'était des actes de terrorisme. Bah, on n'est pas d'accord. Juste, moi je peux vous répondre sur la France fracturée. Pas la même. Vous avez raison sur quelque chose, Pascal, c'est que Zemmour suscite un très fort rejet sur sa personne. Je crois que c'est les 3/4 des Français qui, en gros, ne sont pas pour lui. Il y a des sondages aujourd'hui sur le second tour où vous voyez qu'il est à plus de 40%. C'est-à-dire qu'en fait, les gens peuvent le rejeter, mais quand même voter pour lui, au nom de ses idées. Ensuite, je vous ai regardé hier matin dans l'heure des pros. Vous pouvez pas être le même Pascal Praud qui nous explique hier matin qu'il y a 61% des Français qui sont d'accord avec le grand remplacement et dire que ils sont pas d'accord. Ils sont inquiets. C'est plus subtil que ça. Ils le reconnaissent. Et ils pensent que ça peut arriver. Okay. Et ils s'inquiètent à 67%. Oui. Mais vous dites ça, et vous avez raison de le dire parce que c'est la vérité. Vous pouvez pas dire en même temps que du coup Zemmour fracture. Au contraire, sur ce thème-là, il rassemble. J'ai une question. Je dis qu'il fracture comme je dis qu'Emmanuel Macron fracture. Je dis qu'aujourd'hui, pour trouver un consensus d'un homme qui arrive au pouvoir et qui peut travailler pendant 5 ans avec l'assentiment de ceux qui n'ont pas voté pour lui, c'est très dur. Mais c'est vrai de tous les candidats dans ce cas. Non, c'était pas vrai. On acceptait. Avant, il y avait une forme d'acceptation quand Giscard passe, quand Mitterrand passe. Même la droite, par exemple, en 80, qui est pourtant vraiment remontée, elle accepte... Vous ne trouverez pas un candidat qui a le consensus. Mais je pense que Zemmour ne fracture pas dans la mesure où il veut être lui-même le candidat de la cohésion des droites. Justement, moi j'ai une question. Est-ce que vous ne pensez pas que, imaginons Zemmour au second tour, que ça réactiverait quelque chose qui est en déclin aujourd'hui, qui est le Front républicain? Parce que justement, Marine Le Pen, avec sa stratégie de la dédiabolisation, et d'ailleurs il y avait eu une de Libération il n'y a pas très longtemps là-dessus, sur le fait qu'aujourd'hui le Front républicain s'essouffle un petit peu parce que... Je veux dire, c'est vrai que... parce qu'au contraire, moi, la peur que j'ai, pour répondre à votre question, c'est que certains, d'une manière perverse, voudraient pourquoi pas que Zemmour soit président ou que ces idées-là soient au pouvoir pour être en contre. Oui, c'est possible, oui. Comme... ils ont été en contre face à Trump. Oui, d'ailleurs, ce qui voilà. Certains attendent de ça et jouissent de ça, ou veulent ça, pour dire on va se mettre en contre. C'est pour ça que tu es dans une... Mais justement, vous ne pensez pas, parce que c'est vrai que toute la stratégie de Marine Le Pen, c'était de faire en sorte que les insultes contre elle, racistes, je sais pas, le Front National est un parti sexiste ou des choses comme ça, soient un peu creuses de sens dans la mesure où il n'y ait pas des déclarations explicitement racistes, antisémites de Marine Le Pen. Justement, Éric Zemmour... par exemple, je ne sais pas, l'insulte misogyne, il a écrit le premier sexe. Alors, il n'a pas, je ne crois pas qu'il ait été condamné par la loi pour des phrases misogynes et tout ça, mais ça redonnerait de la densité à des propos qui en avaient perdu. Mais c'est une vraie question. Je pense que l'opposition à Marine Le Pen et à Zemmour n'est pas de la même nature. C'est-à-dire que je pense que le Front républicain et l'opposition à Marine Le Pen, c'est très injuste. En réalité, elle paye un parti, un nom, qui pendant très longtemps a été diabolisé. Ce qui se passe avec Zemmour, c'est en fait...
il y a 40 ans de diabolisation, et lui, il arrive et il dit aux journalistes, je me fous complètement de la diabolisation. C'est vous qui l'inventez, ça ne concerne que vous, ça n'intéresse que vous. Il a parfaitement raison. Et donc, je pense qu'il l'histoire, par exemple, on en a parlé hier, mais l'affaire du sniper, c'est incroyable. C'est-à-dire que ça intéresse que les journalistes. Que les journalistes. Parce que les journalistes se croient... En fait, les journalistes se pensent aujourd'hui le pilier de la démocratie. Donc, ils pensent qu'ils sont sacrés et que s'attaquer à eux... Alors que moi, je suis journaliste, et je considère qu'il faut s'attaquer à la presse. Ce que vous disiez tout à l'heure sur le Figaro Magazine, la couverture sur le service public, mais Dieu merci, il faut faire ce travail. Et aujourd'hui, les journalistes ont oublié que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ils pensent que c'est la glorification des journalistes par les journalistes, pour les journalistes. C'est ça qu'on vit en permanence. Zemmour conteste ça aujourd'hui. Termine, parce que c'est très intéressant. On a eu cette discussion hier que le public n'accroche pas. Mais évidemment. Et vous voyez aujourd'hui, personne ne vous parle de cette affaire de sniper à part la presse. Tout le monde s'en fout. Et donc, pour finir, c'est que, pour vous répondre à votre question, je pense que ce qui porte Zemmour aujourd'hui, c'est justement un mouvement anti-système très fort, une vague, en fait, en réalité, exactement, qui, malgré certaines erreurs qu'il fait, moi je trouve qu'il y a des polémiques qui politiquement sont suicidaires quand il les provoque. Par exemple il fait une campagne, on a affaire à un candidat qui fait une campagne sur la sépulture des victimes de Mohamed Merah, qui enchaîne avec Pétain, qui ensuite parle des prénoms, le tout pendant un mois, et qui passe de 5 à 17%. Ça veut dire, c'est pas qu'il y a 17% d'antisémites en France ou de gens qui aiment bien ce genre de polémique, ça veut dire qu'il est porté par un rejet de la manière dont les médias et les politiques et le petit milieu fabriquent des polémiques en permanence. Mais si je peux me permettre, c'est pas juste Zemmour. Le succès de CNews, c'est exactement la même chose. Le succès de Valeurs Actuelles, c'est exactement la même chose. En réalité, les gens en ont marre, et Zemmour, c'est le mec qui aujourd'hui arrive et qui présente l'addition. Et il dit, la fête est finie. Je pense que c'est pour ça que ça marche. Ouais, mais ça peut aller jusqu'où alors? Ça peut aller jusqu'où? C'est pour ça que je dis, ne disons pas qu'il ne gagnera jamais, c'est pas vrai. On comprend ce vote anti-système parce que pendant des décennies, les partis de gouvernement de gauche ou de droite n'ont apporté aucune solution aux problèmes, notamment identitaires des Français. Mais la question quand même qu'on peut se poser, si Zemmour va plus loin, c'est qu'est-ce qu'il va apporter comme solution dans le concret. Quelle est la marche pas le sujet. Mais si, c'est le sujet. Mais c'est ne rien comprendre à Zemmour. Mais pas du tout. Mais je me tue à dire ça. Mais ce n'est pas le sujet pour les gens. Le vote Zemmour devient quoi s'il ne se passe rien derrière? Mais en fait, ils comprennent rien, Zemmour. Mais les gens je vais vous dire, moi j'ai ces discussions. Je ne vais pas le citer là parce qu'il n'est pas là pour le coup. J'ai cette discussion, je vais le citer quand même. J'ai cette discussion avec Jean-Claude Dacier tous les jours. Et ça n'a rien à voir. C'est de rien comprendre à Éric Zemmour et au vote Zemmour si vous dites on attend ce qu'il va nous proposer. Vous êtes à côté de la plaque. Bon. C'est mon sentiment. Mais attends, même à une élection générale. C'est mon sentiment. C'est pas le sujet. Et même en 2017, la déception. Ce n'est pas. Alors expliquez, Geoffroy, pourquoi vous partagez mon avis? Mais je partage votre avis parce qu'en fait c'est très simple. Macron en 2017, il sort son programme au mois de mars. Voilà. Il y a un attentat un mois ou 15 jours avant le premier tour et il dit à la radio, je vais pas inventer un programme contre le terrorisme dans la nuit. Et il est élu. Pourquoi? Parce qu'il incarne quelque chose qui dépasse de très loin les solutions concrètes. Vous, Éric, vous allez vous intéresser à ce qu'il propose sur le plan économique parce que vous êtes un économiste, mais en réalité, les Français ne votent pas pour ça. Ils votent pour une idée, une incarnation, un moment. Et donc je suis absolument d'accord avec Pascal et j'ai les mêmes discussions avec Dacier. Alors Olivier Benkemoun, est-ce qu'il est parmi nous? Olivier va rentrer, je pense. Parce que derrière, vous n'avez pas de programme, vous n'avez pas de solution, les gens ils votent pour qui? Attention, il est très 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 sûr de lui sur tous les sujets. Mais Éric, le succès à mon sens de Zemmour, c'est qu'il dit précisément ce que les gens veulent entendre en 2021 et qu'il fait un constat cash de la société française qui est partagée, par un grand nombre de Français. Oui, mais c'est l'essentiel. Et que les autres ne dressent pas ce constat, sont dans des circonvolutions, des mensonges, je veux dire, médiatiques depuis des années et un déni. Et vous avez quelqu'un qui arrive et qui dit « c'est comme ça ». Et ça, tout le monde dit bah oui. C'est plus que ça. Et où on a une petite divergence, c'est que moi je pense que Zemmour peut être le révélateur de cette société qui ne vote plus, de cette société qui est désabusée du monde politique depuis maintenant 40 ans, qui s'est retirée sur son avantage. Ça, sur le niveau d'abstention, ça va être intéressant. Et qui peut rejoindre aujourd'hui à la fois les Gilets jaunes et la Manif pour tous. Et c'est ceci qui va être très intéressant parce que cela donne un potentiel électoral considérable, s'il y arrive naturellement. C'est très compliqué. Alors, moi je pense qu'il s'adresse curieusement plus aux classes dirigeantes, Éric Zemmour, pour le moment, et que la France populaire, où il la touche moins. Peut-être parce que lui-même est un peu un télo. S'il veut gagner, il faut qu'il la touche. Mais ça, vous avez parfaitement. S'il veut gagner, il faut qu'il Dernier mot là-dessus, parce que Olivier Benkemoun entre pour nous parler de la FIAC.
On va rigoler alors. Ah bah c'est pour ça que moi j'adore la FIAC. Je suis client de l'art contemporain, je le dis, mais vraiment, j'adore ça. Quoi, client non, parce que je n'ai pas les moyens, mais j'adore voir ça. Mais ça nous fait parfois sourire. Dernier mot. Vous avez raison, la sociologie électorale, pour l'instant, des gens qui s'apprêtent à voter pour lui, c'est intéressant, c'est très bourgeois, très urbain. Oui. Ça veut donc dire... Très intello, très jeune parfois, des professions libérales, des gens de culture, c'est très étonnant. Parce que pour connaître Zemmour, il faut regarder la télévision, lire des livres ou acheter des journaux, ce que font les classes, ces sociologies-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous écoutez son discours, tout le monde dit il est plus à droite que Marine Le Pen. Eh bien, si les catégories populaires s'intéressent demain à son discours, ça fait une réserve de voix, c'est colossal. Il est conservateur, d'ailleurs. Bon, alors l'art contemporain, c'est pas conservateur. Bonjour, cher Olivier Ben.